Bonjour à tous, un menu d'actu matin assez léger ce matin. L'émission va en congé en effet. Néanmoins, vous aurez les rubriques les plus importantes. D'abord, la une des journaux. Les quotidiens sont tous à cette sortie du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme hier. Mario Metonou est allé exposer ce que révèle l'enquête au stade actuel du dossier de détournement de plus de 2,5 milliards de francs CFA à l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Vous aurez des détails, justement, en parlant de milliards dans ce dossier. Ce n'est pas le seul d'ailleurs sur la table de la criette où on parle aussi de milliards. Décidément, on dirait que l'unité de vol de l'argent public se réfère aux milliards actuellement. C'est le constat que le commentaire fera pour introduire nos débats tout à l'heure où nous allons constater la difficulté des gouvernements successifs à trouver une solution au vol de deniers publics au Bénin. Bienvenue à tous. C'est le premier rendez-vous sur l'actu matin, la une des journaux. Et je vous l'annonçais, on va commencer par fraternité, déclaration du procureur spécial de la Criette dans l'affaire Obsu, agent public. Attention à la déchéance. Alerte donc fraternité, plus de 2,6 milliards de francs CFA détournés sur la période, s'il vous plaît, de 2019 à 2023. Et puis gestion du patrimoine immobilier au Bénin, la SEMI pour un entretien adéquat et optimal des infrastructures. 139e session ordinaire du conseil d'administration de la BOAD. Les conseillers prennent des décisions pour l'épanouissement de l'institution sous-régionale. Passons à l'affiche du jour. Un discours sur l'état de la nation. Patrice Talon devant la représentation nationale ce jour annonce donc le journal Matin Libre. Évacuation des victimes des accidents dans une clinique de Calavi. Une enquête pour situer les responsabilités pèlerinage à la Mecque de 2024. Les facilités qu'offre Yousratul Hadj. Nous passons maintenant à notre quotidien, c'est le potentiel. Conseil des ministres, 91 nominations chez Dechenou, Adambi, Seydou, Tonato, Kérékou. Et à la présidence, on peut continuer à lire un peu plus en bas. Trafic sans merci contre sans merci contre les cybercriminels à quelques jours de fête. 9 gaimen interpellés à Porto Novo et boycott, revalorisation des salaires, mécontentement des travailleurs conventionnés du CNHU à Cotonou. Nous passons à Libération Obsugate. Le PS Mario Metonou expose les résultats de l'enquête ouverte contre Akapo, Zosu et Tibozo. Près de 3 milliards siphonnés, tout sur le modus operandi des indélicats quand les jeunes promus défient talent et sa lutte implacable contre la corruption. Le matinal, présumé détournement de fonds publics, les reproches de la criette au DG Obsu et ses complices. Le procureur spécial Mario Metonou annonce de lourdes peines. Sport au Bénin, bilan mitigé en 2023, dresse le matinal. L'événement précis, affaire 2 milliards et plus, sorti frauduleusement des caisses. Les révélations du procureur spécial de la Criette sur le scandale Obsu, les manœuvres opérées par l'SDG Akapo et sa bande mise à nu vers une prison à vie pour les mises en cause. Le télégramme Conseil des ministres du mercredi 20 décembre 2023, de nouveau DG pour le port et la SB2E, 90 nominations s'il vous plaît au palais et dans les ministères. Le journal vous propose d'ailleurs à lire l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres donc d'hier. Le déchaîné du jeudi, Papa Noël 2 pour le prix d'un. Vous avez donc actuellement que le Bénin a 2 Papa Noël. Il y a un qui dit chez Béninois, le Père Noël c'est moi, je vous réserve d'énormes cadeaux. Et l'autre qui dit ne l'écoutez pas, je suis le vrai Père Noël, j'ai une guitare, je peux vous chanter beaucoup de cantiques. Nous avons aussi l'autre hebdomadaire satirique, ivoirien. Le Père Noël se cherche, les temps sont durs là-bas aussi. Dabarou, gouvernement du Bénin, top 10 des meilleurs ministres en 2023. Décryptage info, mauvaise gestion des fonds publics, scénario de la sortie frauduleuse de 2,6 milliards
de francs CFA. Le leader du jour, traditionnel message sur l'état de la nation, Patrice Talon face aux élus du peuple ce jour. Attitré donc, le journal à la une. Nous passons maintenant à Fraternité pour la deuxième lecture. Déclaration du procureur spécial de la Criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire OPSU. Agent public, attention à la déchéance. Plus de 2,6 milliards de francs CFA détournés sur la période de 2019 à 2023. Gestion du patrimoine immobilier au Bénin, la semi pour un entretien adéquat et optimal des infrastructures. Le plus dernier titre, 139e session ordinaire du conseil d'administration de la BOAD. Les conseils prennent des décisions pour l'épanouissement de l'institution sous-régionale. Ainsi donc, les informations à la une des quotidiens ce matin. Fraternité à la page 8 vous propose l'intégralité, je dois dire, de ce qui fait la une des quotidiens ce matin. Cette déclaration du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au sujet de cette affaire au niveau de l'OPSU. On constate là-bas un détournement de plus de 2,6 milliards de francs CFA. Là-bas, quels sont les risques encourus par les mises en cause? Quelle était leur façon d'opérer? Dans la déclaration, vous lirez tout, notamment dans les détails. Et détail pour détail, vous pourriez lire par exemple que l'autre stratagème utilisé par Roland Zossou, c'est bien l'un des incriminés dans le dossier, pour provoquer la remise des sommes d'argent, a consisté à initier une série de courriers sous l'entête de l'inspection générale des finances. Ces correspondances laissaient planer la menace de contrôle au niveau de l'OPSU, sollicité par Donald Akakoeben. Roland Zossou s'est proposé alors d'empêcher les contrôles moyennant la remise de fortes sommes. Alors, les perquisitions ont permis quand même de retrouver au domicile de Roland Zossou les téléphones ainsi que le numéro configuré au nom de Stage Cotigan, plusieurs courriers avec l'entête de l'inspection générale des finances, de la Sodeco SA, des cachets au nom de la Sodeco SA et de l'IGF, ainsi que des feuilles de papier sur lesquelles Roland Zossou s'est exercé à reproduire la signature de l'inspecteur général des finances. Beaucoup d'audace en effet. Allez, on va passer à un autre sujet qui pourrait vous intéresser, c'est le point des décisions prises par le Conseil des ministres hier. Il y a ce focus que Fraternité fait à la page 2 sur ces lycées qui seront bientôt réhabilités. C'est la décision du conclave gouvernemental d'hier. Achetez donc le journal et découvrez aussi la longue liste des nommés hier à l'occasion. On parle pratiquement d'une centaine. En tout cas, entre 90 et 91, les journaux sont partagés. Ce matin, hors du Bénin, vous avez que on était au rendez-vous devant les urnes hier en RD Congo. À Kinshasa, c'était une journée de vote assez perturbée. D'ailleurs même, la CENI s'est proposé de continuer à faire voter aujourd'hui même. Une curiosité, une spécialité, une particularité, je veux dire, un vote sur 2 jours. Voilà donc le retenir de Fraternité. Il y a beaucoup d'autres informations que vous pourriez découvrir dans le quotidien qui paraît à mes notes. Abonnez-vous, achetez, allez sur ce site aussi. Vous pourriez vous abreuver à la bonne source de l'information. Allez, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec la présentatrice de jeudi matin, Ingrid Day, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bonjour à tous. Je l'annonçais. Les journaux l'ont largement évoqué. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme était hier devant les hommes des médias. Mario Metonou a expliqué à la presse ce qu'il en est réellement du dossier de détournement de plus de 2,5 milliards de francs CFA de la caisse de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Accusé dans ce dossier, le DG Donald Akako et 2 autres co-accusés. Détail à suivre de sa déclaration. À suivre également les images de ce geste de l'ambassade des États-Unis à l'endroit du ministère de la Justice et de la Législation, composé d'une série de matériels électroniques et informatiques. C'était un don qui a été remis officiellement aux bénéficiaires mardi dernier. Son objectif, renforcer les capacités du secteur de la justice au Bénin. Voici le bulletin.
C'est l'affaire, c'est l'actualité depuis un bout de temps maintenant. L'affaire qui fait grand bruit d'ailleurs en ce moment au Bénin, où en est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, dans le dossier de malversation à l'Office béninois des sports scolaires et universitaires Ingrid. Oui, pour éclairer l'opinion publique sur ce dossier de détournement de deniers publics d'un montant de plus de 5,5 milliards de francs CFA, dans lequel sont impliqués le directeur général Donald Akakbo et deux autres co-accusés, le procureur spécial de la CRIET, Mario Metono, a tenu une conférence de presse hier. Qu'en est-il réellement de ce dossier? Suivons ici ses explications au micro de Emma Hodon. Dans le cadre d'une enquête ouverte contre Donald Akakbo, directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, en abrégé OPSU, Thibozo Vitalien, l'agent comptable de l'Office, Roland Zossou et consorts, il a été établi ce qui suit. Le directeur général de l'OPSU et son agent comptable ont frauduleusement sorti des caisses de l'Office une somme d'argent évaluée pour l'heure à 2 milliards 695 millions 452 000 francs CFA, et ceci sur la période allant de 2019 à 2023. Donald Akakbo a investi une partie de cette somme d'argent dans un projet d'intermédiation dans la commercialisation de fibres de coton proposé par son ami Roland Zossou. Usant de la fausse qualité de neveu de M. Eustache Kotigan, administrateur général de la Sodeco SA, Roland Zossou a fait croire à Donald Akakbo que son prétendu parent pouvait leur obtenir de juteux contrats. Pour le convaincre, il a acquis une carte SIM qu'il a insérée dans un téléphone portable différent du sien. Et il a enregistré le numéro de cette SIM dans son propre téléphone portable comme étant celui de M. Eustache Kotigan. Il a également communiqué ce faux numéro à Donald Akakbo comme étant celui de M. Kotigan. À partir de ce faux numéro, il a simulé des échanges de messages qu'il a transférés à Donald Akakbo. Aux multiples messages de Donald Akakbo à ce numéro, c'est Roland Zossou qui répond. Et avec ce stratagème, il a convaincu M. Donald Akakbo à lui remettre d'importantes sommes d'argent. L'autre stratagème utilisé par Roland Zossou pour provoquer la remise des sommes d'argent a consisté à initier une série de courriers sous l'entête de l'Inspection générale des finances. Ces correspondances laissaient planer la menace de contrôle au niveau de l'OPSU. Sollicité par Donald Akakbo, Roland Zossou s'est proposé d'empêcher les contrôles, moyennant là encore la remise de fortes sommes d'argent. Les perquisitions effectuées au domicile de Roland Zossou ont permis de retrouver les téléphones portables ainsi que le numéro configuré au nom de Eustache Kotigan. Plusieurs courriers avec l'entête de l'Inspection générale des finances et de la Sodeco SA, des cachets au nom de la Sodeco SA et de l'Inspection générale des finances, ainsi que des feuilles de papier sur lesquelles Roland Zossou s'est exercé à reproduire la signature de l'inspecteur général des finances. Tels sont les faits. À l'origine des poursuites pénales initiées contre Donald Akakbo, Thibozo Vitalien et Roland Zossou. C'est le lieu de rappeler à tous les acteurs publics que toute dépense doit être conforme aux règles de la comptabilité publique et dûment justifiée. C'est également le lieu de rappeler que toute remise de fonds en vue d'empêcher la mise en œuvre des mécanismes de contrôle est un acte délictuel sévèrement puni par nos lois. Il sied d'ajouter que le détournement de deniers publics est puni de peines allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, outre les peines complémentaires, les peines accessoires et les sanctions disciplinaires.
les procédures suivent leur cours devant la criette et je ne manquerai pas de revenir vers vous en cas de nécessité. Je vous remercie. Le ministère de la Justice et de la Législation a réceptionné un lot important de matériel électronique et informatique. Le geste entre dans le cadre de l'appui du gouvernement des États-Unis d'Amérique au renforcement des capacités et à la modernisation du secteur de la justice au Bénin. La cérémonie de remise a eu lieu mardi dernier à Cotonou. Reportage. Dans le cadre de l'appui du gouvernement des États-Unis d'Amérique au renforcement des capacités et à la modernisation du secteur de la justice au Bénin, l'ambassade des États-Unis près le Bénin a procédé à la remise officielle d'un don de matériel électronique composé entre autres de matériel de visioconférence, des ordinateurs portables et de bureaux et d'imprimantes. L'objectif de cette donation est de renforcer les capacités du secteur de la justice. C'est donc avec un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un partenariat solide et une détermination commune dans la modernisation de la justice et à l'accès à la justice pour tous les citoyens du Bénin. Une partie de cet équipement permettra à l'Institut de formation judiciaire d'atteindre au public plus large grâce à la formation en ligne. L'autre partie soutiendra les administrations et le fonctionnement des tribunaux. Un système judiciaire professionnel, bien formé, digne de confiance et centré sur la communauté est essentiel pour promouvoir la paix et la stabilité et prévenir les conflits et l'extrémisme. Le ministre de la Justice a évoqué les améliorations que permettront les différents équipements reçus dans la réforme du secteur de la justice et de l'accès au système judiciaire pour les citoyens béninois. Il a également exprimé ses remerciements par rapport à la promptitude de l'accompagnement du gouvernement des États-Unis d'Amérique. L'urgence, vous l'avez comprise très tôt. On s'est rencontrés il y a à peine 6 mois. Nous avons discuté de certaines problématiques qui étaient urgentes pour la justice du Bénin. Parce que cette urgence permet effectivement de mettre en œuvre avec pertinence une autre réalité, qui est celle de faire en sorte que nous ayons au niveau de la justice à la fois de la célérité, de la qualité, mais également de l'historique. Permettre que nous puissions conserver des documents, permettre que nous puissions rendre service avec rapidité, permettre que nous puissions avoir de la sécurité dans les actes que nous produisons. Voilà ce que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui et voilà ce que vous permettez aujourd'hui à la justice béninoise. Je voudrais vous en remercier. Je voudrais vous remercier de cet accompagnement effectif et constant. L'ambassade des États-Unis, par l'intermédiaire du Bureau international du département d'État chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application de la loi, en collaboration avec le ministère de la Justice, entend fournir à travers un programme ambitieux au système judiciaire la formation et la professionnalisation dont il a tant besoin. Il permettra également d'améliorer l'administration générale des tribunaux, leur fonctionnement et la digitalisation de la gestion des affaires. En images, les 4 et 5 avril 2024, le Bénin va accueillir le dialogue mondial des jeunes. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 30 ans d'existence de la Conférence internationale Population-Développement. Dans cette perspective, la directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population a signé un mémorandum avec le gouvernement béninois en vue d'une bonne organisation de l'événement. À suivre maintenant le cri de cœur des agriculteurs de Pédékbo, Sandianando et environ. Le calvaire continue malgré les tests pris par le gouvernement pour réguler la transhumance au Bénin. La situation est une fois encore dénoncée par les paysans qui appellent le chef de l'État à se pencher sur la question. On retrouve Emma Hodon. Ça crie, ça pleure et ça gémit dans le rang des populations de Sandianando, Pédékbo et environ. Malgré les tests dictés par le gouvernement, la transhumance des bœufs continue de faire des victimes dans ces zones arrosées par le fleuve Ouémé. Que de blessés dans le rang des populations, que de champs saccagés, les populations n'en peuvent plus, d'où ce cri de détresse de l'Association des producteurs agricoles pour le développement de Sandianando. Dans notre commune de Sandianando, durant tout
les 12 mois de l'année, si on va au champ, on voit des bœufs, des troupeaux de bœufs circuler, des milliers de bœufs circuler. Ce qui fait que lorsque nous cultivons, les bœufs détruisent nos champs, nos cultures. Déjà, lorsqu'on commence par semer, ils détruisent. Et en dehors des dégâts qu'ils causent sur nos cultures, ils nous agressent presque tout le temps. Ces populations pensaient pourtant leurs problèmes résolus quand le chef de l'État a pris le décret portant modalité d'exercice de la veille pastorale. Erreur, car selon les populations, le préfet et le maire ont voulu s'écarter de l'esprit du décret. Le maire n'a rien fait pour que le décret, ce bon décret que le chef de l'État a pris, soit mis en application dans la commune de Zangénando. Le préfet a qualifié notre commune de bas-fond et par conséquent, on doit donner de terre pour que les animaux circulent. Il dit, en fond, que les animaux ne vont-ils plus manger? Ça veut dire que c'est nous qui allons faire nourrir donc les animaux d'autrui. Ça ne pourra pas aller comme ça parce que nous n'avons plus assez de terre pour cultiver et encore en donner donc pour les animaux. Que chacun mette ses troupeaux de bœufs sur son domaine et les prenne en charge en nourriture comme en eau. Donc nous dénonçons ces propos-là du préfet et nous demandons au président de la République de nous venir en aide. Lorsque nous avons vu ce décret-là, franchement, on était contents. On a vu que nous sommes sauvés maintenant. Nous sommes sauvés maintenant et bizarrement, c'est les comportements, les propos de ce genre-là que nous entendons de nos élus. Une fois de plus, le chef de l'État et son ministre de l'Intérieur sont appelés à se pencher sur ce phénomène de la transhumance des bœufs qui cause destruction de production, viol, perte en vie humaine et désolation au sein des populations. Ce sera tout pour cette session d'information, Tanguy. Glinda, merci beaucoup pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et comme ce sera le dernier numéro d'Actu Matin qu'on aura à présenter ensemble, bonne journée, bonne fête de fin d'année, non? Heureuse année. Joyeux Noël par anticipation. Allez, mesdames et messieurs, on va passer à notre bulletin d'information. Voici les sports. Ali Momoni, bonjour. Bonjour Tanguy. Nous sommes jeudi. Jeudi, rendez-vous sur Sport Matin avec un invité. Votre invité ce matin, Habib Marcos, ancien footballeur international béninois. Monsieur Marcos, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. On va parler de l'amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin. On verra bien quelle est sa bonne santé actuellement. Mais avant, quelques notes d'information. Ali Momoni, on va parler de Ligue Pro. Oui, on va parler Ligue Pro dans cette page des sports. Commencer bien sûr par parler de la 13e journée qui a démarré hier et puis il y a eu plusieurs explications qui ont été disputées. Beki FC était à domicile face à l'Union sportive des Cavaliers de Neki, 2-1 à l'arrivée. Dynamo FC de Parakou est à connaissance séparée 2-2, score 1 but partout. Banigansé s'impose au Buffle 2-1 et puis au finir il y a le score nul vierge entre Damissa et Dynamique FC. Au niveau de la zone B, Dynamo FC d'Aboumé s'est imposé face à Soleil FC 2-1. Rodio s'incline à domicile face à l'association sportive des Tonnerres de Boycon 2-1. Voilà, score identique bien entendu. L'Autopopo et Real Sports c'est pas 2-2 sur un but partout. Score identique entre Abeille FC et Espoir FC de Savalo. Au niveau de la zone C, il y a eu 3 rencontres disputées hier. AS Cotonou était donc face à Coton FC, 1 but partout entre les deux formations. Aspac s'incline face au Requin de l'Atlantique 3-1 et puis la victoire de l'équipe des forces armées béninoises Adjidja FC 2-1, c'était face à Aziza FC. Au niveau de la zone D, il y a eu donc les 4 rencontres disputées hier mercredi avant Kwamni Sport s'est imposé 1-0 face à la jeunesse sportive de Ouida.
La jeunesse sportive de Pobet s'incline quant à elle face à Sobimap Sport, 1-0 également. Il faut noter la victoire de la jeunesse athlétique de Keto, 3-2. C'était face à Jeff AFC. Et puis le score nul et vierge qui a sanctionné la rencontre entre les Dragons de Lomé et l'association sportive de la vallée de Lomé. Aujourd'hui, ce sera la suite avec la dernière rencontre qui aura lieu bien sûr dans la zone C. Ce sera entre l'association sportive de la police républicaine et l'équipe de Aïnovi. Voilà pour ce qui concerne cette actualité concernant bien entendu la Ligue professionnelle du Bénin, la 13e journée qui est en cours et qui prendra fin ce soir. On va passer à notre invité. Ah oui, absolument. On passe donc à notre invité. Je rappelle, Habib Marcos, ancien footballeur du Bénin. Monsieur Marcos, bonjour. Bonjour Tanguy Agoy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci beaucoup. Vous étiez les écureuils, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on parle de Guépard. Habib Marcos, on sait que vous avez porté le couleur national et ce n'est pas que vous. Il y en a bien entendu depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il y a cette amicale des anciens internationaux béninois que vous avez mis en place. Dites-nous d'où est partie cette idée-là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Amicale des anciens internationaux footballeurs, je pense que c'est une marque de solidarité, je dois le souligner d'abord. Et au-delà même de la marque de solidarité, c'est, n'est-ce pas, un regroupement qui se veut, n'est-ce pas, une association de développement. Et bien entendu, pour venir à votre question, l'idée est partie du fait que, après notre carrière footballistique et internationale, nous avons du mal à nous réunir. Eh bien, nous avons décidé, n'est-ce pas, de nous retrouver dans un regroupement afin, n'est-ce pas, de multiplier les rencontres entre nous et penser, n'est-ce pas, à comment poser des actions pour pouvoir impacter le football. Et en dehors de ça aussi, nous avons estimé quand même que ça serait judicieux très bien de renforcer davantage les liens d'amitié et de fraternité que nous avions déjà au moment où nous étions anciens internationaux footballeurs du Bénin. Et donc, après, je dirais, la carrière professionnelle, chacun, voilà, on se disperse un peu. Donc, vous avez pensé qu'il y a, voilà, cette opportunité de garder cette marque de solidarité. Alors, comment êtes-vous arrivé à la mise en place de l'association? Puisque vous étiez dispersé, comme je le disais tantôt, comment en êtes-vous arrivé? Est-ce que vous étiez toujours en contact avec tous les autres joueurs? Oui, il y avait le contact avec certains. Et le contact aussi entre certains. Et bien, du coup, nous avons estimé quand même qu'il serait mieux de se retrouver au sein d'un forum. Et c'est par là que nous avons commencé, au sein d'un forum où nous pouvons échanger entre nous, y compris ceux qui sont de la diaspora, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont au pays, un peu partout dans le monde. Et donc, tous ceux-là sont venus. Vous pouvez nous rappeler quelques joueurs? On connaît certains, hein, voilà, entre autres Macho Mogo et d'autres joueurs. Qui sont ceux-là qui étaient présents lors de cette rencontre qui a permis de mettre en place l'association? Oui, au Macho Mogo, comme vous venez de le citer, Laurent Diafo, qui fait partie de la diaspora, Alain Tosset, ils sont assez nombreux. Ils sont assez nombreux à être présents. Et bien entendu, nous qui sommes au pays, en l'occurrence, Visi Touré, Evans Rogbonoutor, Somoukle Lucien, Adomou Marcel. Bon, on ne peut pas citer tout le monde. Il y a quelques noms dont on ne se rappelle pratiquement, oui. Pratiquement pas. Hein. Il y en a quand même qui sont encore sur la scène et qu'on connaît, qu'on rencontre encore, hein, notamment dans les activités sportives et footballistiques de notre pays. Visi, par exemple, qu'on côtoie pratiquement tous les jours, etc., etc. Mais il y en a quand même dont les noms, ma foi, voilà, sont presque oubliés. Voilà. Alors, et comment est-ce que vous avez senti la motivation de vos anciens coéquipiers qui étaient venus quand même à cette rencontre-là? La motivation de garder la flamme, en fait, de ce lien qui existait entre vous depuis longtemps. Oui, merci beaucoup, Ali Moumouni. Je voudrais d'abord vous rappeler que dans la consolidation, n'est-ce pas, des liens dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons déjà 3 retrouvailles à notre actif. D'accord. Vous voyez. Et lors des 2 premières retrouvailles, nous avons constaté que parmi nous, il y en a qui malheureusement n'ont pas su bien amorcer le virage professionnel après la carrière footballistique et qui vivent dans une situation de précarité. Alors cela nous a amené à penser quand même à des actions que nous pouvons poser pour essayer quand même d'aider ceux-là à sortir de cette situation. Donc cela fait partie de vos objectifs? Ça fait partie de nos objectifs et c'est aussi une motivation majeure qui nous a amené quand même
a pensé à mettre en place une association en bonne et due forme pour pouvoir mener à bien ces actions. Alors, si je comprends bien, il y a donc ce projet de faciliter la reconversion des anciens footballeurs vers une autre vie professionnelle. Alors, on note également parmi vos missions la promotion du football béninois. Déjà, quelle appréciation faites-vous du niveau en fait du sport roi dans notre pays? Merci beaucoup. Selon moi, le baromètre pour apprécier le niveau du football d'un pays, c'est les performances des équipes nationales, toutes catégories confondues. Je vous donne un petit exemple pour illustrer ce que j'ai dit. Lorsque vous prenez le Sénégal aujourd'hui, le Sénégal est deuxième au classement CAF au niveau africain. Mais lorsque vous prenez le championnat sénégalais lui-même, il ne fait même pas partie des 10 meilleurs championnats d'Afrique. Pourtant, le Sénégal est deuxième au niveau du classement des pays, vous voyez, au niveau de l'Afrique. C'est pour vous dire que les tout derniers résultats que le Sénégal a eu au niveau de ces différentes équipes nationales pèsent lourd dans la balance. Et quand on prend les résultats au niveau de notre football aujourd'hui, de nos équipes nationales, toutes catégories confondues, je pense que les résultats ne sont pas réluisants. Non, pas. Et dès lors que ce n'est pas réluisant, on peut dire sans se tromper, que le niveau du football est assez moyen, il est déjà trop juste pour être compétitif. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, vous voyez, ce programme de société sportive, moi je pense qu'il va falloir mettre véritablement un accent là-dessus, mettre ça en application véritablement, surtout le volet qui concerne le football à la base. Oui, justement. C'est très important. Et ça va permettre, n'est-ce pas, à ces jeunes de faire la transition normale avant de se retrouver en équipe première. Et d'ici quelques années, je vous assure, nous aurons des équipes premières du championnat qui seront assez compétitives pour titiller n'importe quelle équipe sur le continent. On sait déjà pour réussir tout projet, il faut déjà commencer par la base. Et d'ailleurs, je vous le dis, et nous, dans nos programmes, dans nos chantiers à moyen et à long terme, nous avons, n'est-ce pas, l'idée d'être en partenariat avec les centres de formation et même les clubs de première division du pays afin de mettre notre expertise à leur disposition pour permettre à ce football de rayonner depuis la base. Je pense que cela fera donc partie de vos projets pour pouvoir contribuer à la promotion et au développement du football. Est-ce qu'il y a aussi d'autres actions que vous voulez mener dans ce cadre-là? Oui, naturellement. Et je pense que dans l'immédiat, nous avons une grande communication. Il y a la feuille de route network que nous allons mettre en place. Mais dans l'immédiat, il y a une grande communication que nous devons faire au niveau des membres de notre association pour, n'est-ce pas, les amener à comprendre aujourd'hui que le football et le développement du football ne passe pas seulement par le métier d'entraîneur. Il y a plusieurs métiers liés, n'est-ce pas, au football aujourd'hui. Bien entendu. Il y a les kinésithérapeutes, il y a les agents de joueurs, il y a, n'est-ce pas, l'entraîneur des gardiens de but, par exemple. Il y a même les nutritionnistes aussi. Il y a tout ça concourt, n'est-ce pas, au développement du football. Donc, nous allons faire une large communication pour susciter, n'est-ce pas, l'engouement chez les membres de notre association afin que chacun puisse se retrouver dans le métier de football auquel il veut attacher ses qualités. Alors, avec tout ce que vous avez à faire dans le genre, favoriser bien sûr la reconversion aussi des anciens footballeurs, promouvoir le football béninois, comment comptez-vous trouver les moyens pour y arriver? Je pense que les moyens, nous devons d'abord parler des moyens humains. En tant qu'anciens internationaux, vous convenez avec moi que l'expérience d'anciens joueurs doit peser dans la balance, bien entendu, ce que nous avons déjà. Toujours en ce qui concerne les moyens humains, la volonté que suscitent, n'est-ce pas, les membres de notre association à se faire former et à intervenir. Je pense que c'est un atout majeur aussi. Et en dehors de ça, en ce qui concerne les moyens financiers, je crois que nous avons les cotisations statutaires. Nous avons d'autres cotisations, des souscriptions aussi qui interviennent en cas de besoin. Et nous avons l'apport consistant de la diaspora. Et il faut le noter, nous avons vraiment une diaspora en notre sein qui est prête à tout moment et qui nous soutient. Et c'est aussi le moment de dire que nous allons compter sur des apports extérieurs que je ne voudrais pas dévoiler tout de suite ici. Alors, Habib Marcos, ancien footballeur béninois, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va finir cet entretien. Votre mot de fin. Merci beaucoup, Ali Moumouni. Je tiens d'abord à remercier fortement Canal 3 Bénin pour cette opportunité que vous nous avez accordée. Je tiens à remercier tous les membres de l'association pour leur dévouement, leur engagement au quotidien pour accompagner les actions. Je tiens aussi à remercier nos deux présidents d'honneur,
en l'occurrence Laurent Diafo et Amadou Rémy, qui d'ailleurs sont des anciens internationaux. Béninois, bien entendu. Bien entendu, vous le savez bien. Et maintenant fini par une expression si chère à notre président Ouma Tchomogo, ensemble, on est plus fort. Allez, Tanguy, ensemble, on est plus fort. Et puis voilà, ce slogan de l'amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin, de AIFB, qui marque sa solidarité et qui, bien entendu, entend contribuer pour le développement du football béninois et surtout pour la reconversion des anciens footballeurs béninois. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel à retenir ce matin pour le compte des informations sportives. Tanguy. Allez, Mouni, merci beaucoup. Comme je le faisais, je vais aussi sacrifier la tradition. Ce sera notre dernier rendez-vous, en tout cas pour le compte de 2023 pour cette petite aventure, en attendant donc de reprendre d'ici 2 ou 3 semaines. L'actualité aura été très fournie en tout cas sur l'Actu Matin concernant donc les sports. Merci beaucoup pour le service et le sacrifice chaque matin. J'espère que vous avez le sentiment d'avoir servi vraiment la nation. Allez, bonne journée. Prenez soin de vous. Passez de très bons moments de fête. Monsieur Marcos, bonne journée. Merci beaucoup, Tanguy Agoy. Et à une autre fois. Aussi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant. World Cola quoi, la chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Et la fête démarre. Jusqu'au 31 janvier 2024, bénéficiez jusqu'à moins 40% de remise sur toute la gamme électroménager. Aussi, participez à la super tombola de fin d'année sur tout achat à partir de 200 000 francs CFA dans l'une des agences Néo et Allo. Au tirage, plus d'une dizaine de lots à gagner dans les motos Wave S et les téléviseurs LED à ne pas rater. Plus vous achetez, plus vous avez la chance de gagner à la grande tombola de Néo et Allo. Rendez-vous en agence Ganri, Avenue Stenmez, Kongezo et Revan. Garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 60 00 66 66. Néo et Allo vous souhaitent une bonne année.
fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Commencer, on pourrait s'embrasser, te faire un gros câlin. Bonsoir. Salut lui, salut. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Oh. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Ça continue par voler, et s'il vous plaît, à coups de milliards et par milliards dans l'administration publique. Franck Aounou, bonjour. Bonjour Tanguy. L'actualité reste dominée depuis quelques jours maintenant par une nouvelle affaire de détournement de deniers publics à l'OPSU. L'OPSU, c'est l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Un dossier qui voit le jour, alors même qu'on n'a pas fini de digérer de nombreuses autres affaires pendantes devant la justice et dans laquelle on évoque aussi des milliards. Eh bien, Tanguy, même si les personnes citées dans cette dernière affaire qui tient le haut du pavé bénéficient toujours de la présomption d'innocence, les chiffres avancés par le procureur spécial de la Criette ainsi que les détails donnés sur le dossier lors d'une conférence de presse hier seulement, eh bien, ces chiffres font foi dans le dos. Tenez, pour faire court, il s'agit de 2 milliards et 6 millions sortis de manière frauduleuse eh bien, des caisses de l'Office béninois de sport scolaire universitaire avec à la clé de faux courriers, de faux cachets réalisés au nom de l'IGF, un faux numéro configuré au nom du DG de la Sodeco SA pour parfaire le crime sont autant d'actes posés par ceux qui sont manipulés, sont interpellés et présentés à la Criette dans cette nébuleuse. Les noms qui sont cités sont à cette étape de l'enquête, eh bien, ouverte, il y a Donald Akapo, le directeur général de l'OPSU, Roland Zossou qui se trouve être son ami qui a eu l'ingéniosité de proposer le topo, source de tout leur ennui présentement. Il y a aussi Sieur Vitalien Thibozo qui lui est le comptable de l'OPSU emballé dans l'affaire par celui qu'on pourrait appeler le cerveau des stratagèmes, Roland Zossou. C'est également ce dernier qui n'a pas eu froid aux yeux pour reproduire la signature de l'inspecteur général des finances dans la réalisation de son vil projet, celui de se faire de l'argent, et bien beaucoup d'argent, usurpant de la fausse qualité d'un neveu proche de l'administrateur général de la Sodeco SA, Roland Zossou, a berné le DG Donald Akapo de l'OPSU qu'il pouvait faire obtenir des contrats juteux auprès de son prétendu parent. Mais mal lui en a pris, il a été roublé et se retrouve dans la merde jusqu'au cou. Si la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme parvient à établir leur culpabilité, lui, Donald Akapo, et les autres sont passibles de peine allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, hormis 2 ans de prison.
les peines accessoires et les sanctions disciplinaires selon le procureur Mario Metono. Dans tous les cas, Tanguy, Donald Akakpo et sa bande sont dans de beaux draps, ce qui doit servir d'exemple pour les acteurs publics qui ont du plaisir à bafouer les règles de la comptabilité publique en matière de dépenses publiques. Il n'y a pas de feu plus brûlant que l'argent de l'État. Mais visiblement, d'autres emportent bien des gants pour y toucher. Alors, les acteurs publics et autres responsables chargés de manipuler justement ces deniers publics au Bénin ne le savent peut-être pas. Avant cette affaire, bien d'autres, Franck, ont retenu l'attention et dans lesquels on parle de milliards aussi. Oui, la liste s'allonge malheureusement. Effectivement, avant ce dossier, il y a eu bien d'autres scabreuses affaires dans lesquelles on nous a abreuvé de gros chiffres, des milliards détournés par des individus ou groupes d'individus dans l'exercice de leurs fonctions publiques. Je n'ai pas une très bonne mémoire, mais je ne saurais oublier l'affaire Carlos Adawano. Voilà, Adawano, j'y arrive, qui retourne presque l'estomac et donne le vertige. Une affaire presque mystérieuse car on ne sait pas avec précision à la date d'aujourd'hui le montant réel des fonds volatilisés des caisses des impôts dont le jeune cadre était le régisseur. Des milliards qui appartenaient aux travailleurs et sont utilisés pour payer des primes dans les normes prévues par la loi. Cela avait tapé dans l'œil du jeune cadre Carlos Adawano qui a jeté un appétit vorace et s'en est servi à qu'un jour avec d'autres personnes qui croupissent en prison avec lui présentement. Après ce dossier qui a connu plein de rebondissements sur fond de fétichisme et de pratiques occultes, bien d'autres nous ont tenus en haleine sur la toile et dans les médias conventionnels au Bénin ces dernières années. À la natte de mon cher ami Feu Agbeva, il y avait des soupçons de malversation. Malheureusement, il a été fauché par la mort. Récemment, le DG, le directeur général d'une grosse entreprise de BTP bien connue, a été inculpé dans 2 dossiers de près de 2 milliards de francs CFA. Le premier dossier concerne une affaire de détournement présumé de 1,6 milliard de nos francs dans lequel il est poursuivi au même titre qu'un chef d'entreprise. Cette somme a été retirée alors qu'elle devrait servir à la mise en œuvre de 2 projets majeurs dont le financement doit être garanti par la BIDC et la BOAD. Pour cela, ils sont placés sous mandat de dépôt et leur sort sera décidé le 15 janvier 2024, date de l'audience. Le deuxième dossier dans lequel le nom de Raymond Adekambi est cité, c'est un dossier d'une bagatelle de 100 milliards. Pas trop d'informations sur ce dossier. Bref, ce sont là les cas de malversation et de détournement dont nous avons connaissance parce que concernant des personnalités publiques ou en vue, traînez vos oreilles par les fenêtres de la criette, elles seront rabâchées par les faramineuses sommes détournées par nos compatriotes dans l'administration. Toute analyse faite, on peut conclure que les deniers publics sont en danger entre les mains de nos cadres, ces cadres tapis dans les administrations qui veulent vite grandir, avoir un standing de vie qui les dépasse. Ils reniflent tous les coins d'où ils peuvent sortir l'argent du contribuable et s'en mettre plein les poches. Et pourtant, des mécanismes de contrôle existent. L'arsenal juridique de lutte contre la prévarication, la dilapidation, le détournement, le vol des deniers publics existe et est très corsé. Et pourtant, le Béninois ne veut pas changer tout simplement et ça devient préoccupant quand ce sont des jeunes qui ont toute la vie devant eux pour se construire et gagner dignement leur vie qui s'adonnent à de telles pratiques hautement condamnables. Et plus encore lorsqu'il s'agit des soutiens du régime qui s'offrent le luxe de puiser dans les caisses de l'État comme si c'était leur propre caisse. Heureusement que la tolérance à leur égard est parfois absente. C'est courageux de la part du chef de l'État qui doit continuer par décourager ceux qui disent le soutenir, mais qui salissent sa gouvernance en détournant les deniers publics. Mais il faut que ce travail se poursuive et qu'il n'y ait pas de 2 poids, 2 mesures, qu'il n'y ait pas des intouchables lorsqu'on vole l'argent du contribuable, notre argent, votre argent. Le président Talon doit pouvoir décourager avec la dernière rigueur ceux qui pensent que la fin du mandat peut être une occasion de transformer la République en la cour du roi Péto. C'est important s'il veut laisser de bons souvenirs au peuple béninois. Merci beaucoup à vous, Franck Aounou, pour ce commentaire. Nous allons élargir nos discussions à quelqu'un qui n'est pas très habitué, en tout cas, de ce plateau, Monsieur Michel Tchanou. Bonjour.
Bonjour Tanguy, bonjour Franck. Bienvenue sur Actu Matin. En attendant que William vienne à nous pour nous accompagner, on va commencer par engager les discussions déjà. C'est curieux, hein? De plus en plus maintenant, quand on entend parler de détournement ou de malversation dans l'administration publique, M. Tchanou, on parle de milliards. C'est la référence maintenant. C'est la preuve que nous venons de loin. Hein? Je me rappelle qu'il y a quelques années à l'Assemblée, c'était l'affaire de 10 millions de Rosine Soglo qu'il y avait fait peut-être, mais c'était 10 millions, c'était vraiment un scandale, 10 millions. 10 millions. Ça a fait objet de débats virulents, passionnés à l'Assemblée nationale. Très violent. Très violent dans le temps, si vous vous rappelez l'affaire des 10 millions. Des 10 millions. Pour la santé. Pour la santé, les yeux. La première dame en a perdu ses yeux. Et puis, voilà là où nous en sommes. Et puis après, on a eu d'affaires. Mais ce qu'il faut remarquer maintenant, c'est en termes de milliards que ça se dit. En termes de milliards. Il y a deux choses que moi je remarque là. D'abord, on a pensé qu'avec la rupture, les résidents de la Criette qui partageaient les 10 ans, les 20 ans, ça allait dissuader bon nombre de compatriotes, mais on voit que ça ne marche toujours pas. Et puis ensuite, cette histoire de jeunes, j'ai toujours été contre les histoires de les jeunes au pouvoir, les jeunes, comme si les jeunes sont différents des adultes. Pourquoi on ne va pas prendre on a toujours pensé les jeunes. Voilà, ce que j'ai écouté hier, c'est des jeunes que le chef de l'État a voulu promouvoir. Avant lui, il a fait des FNDA que Franck a oublié tout à l'heure, où toujours c'est des jeunes qu'on a promu. Oui, le FNDA, les FNDA. Et qui sont allés à ce niveau-là. Ces jeunes, voilà, ça veut dire que les jeunes, on n'est pas différents, tout à les jeunes ne sont pas différents des anciens. Et mieux, si vous voyez la naïveté dont il a fait preuve, j'estime que la sortie d'hier du procureur n'était pas fortuite. Peut-être que c'est le chef de l'État qui l'a recommandé, parce que j'ai vu que le procureur n'était pas obligé de sortir hier. Mais il est sorti, il a expliqué l'affaire, on voit une grosse naïveté. Oui, on vous met 2 heures de l'eau, bien sûr. Et déjà, vous voulez entrer dans le coton, vous avez tout de DGO, bien sûr, vous devenez grand opérateur économique en coton. Et puis, naïvement, on vous met un téléphone, on vous fait parler M. Kotigan, et mieux, le manipulateur a poussé le cynisme, je dirais, jusqu'à vouloir imiter l'expression de l'État. Donc, on le pousse à donner de l'argent, et on le pousse au niveau de la vérification pour dire, mais si tu ne donnes pas, on vérifie. Et il est tombé dans ce piège, et puis à hauteur de milliards. C'est dommage pour ces jeunes qui viennent de commencer leur carrière. J'ai appris qu'il a été même président de l'UF. Il a été ancien président de la Fédération de jeunesse. Et puis, quand j'écoute Franck qui, à cet âge-là, menacé par la prison à perpétuité, j'ai dit, mais c'est compliqué pour cet âge-là. Maintenant, quelles leçons en tirer? On va dans le fond tout à l'heure déjà, mais on va recueillir les premières impressions sur ce dossier. D'ailleurs, la hauteur des détournements, c'est quand même curieux, Franck, que désormais on ne parle que de milliards. Désormais, est-ce qu'on a évolué dans le vol avec l'évolution du niveau de vie, du train de vie, ou c'est le rêve un peu trop outré, un peu trop grand des jeunes qu'on promeut? Oui, je pense que c'est les deux. Pour les voleurs, ils ont évolué. Voler désormais le million, c'est pour les... Ça n'a plus... C'est comme être un voleur de poulet. Un voleur de poulet. Aujourd'hui, le milliard, comme vous l'avez dit, c'est la référence, c'est la norme pour ceux-là qui, disons, confondent les caisses de l'État à la caisse de leur collectivité, où on peut aller un matin dire à quelqu'un, remettez-moi de l'argent, comme si vous avez fait une tontine et vous allez ramasser. Mais moi je pense qu'au niveau des jeunes, c'est assez malheureux, parce que vous voyez des gens qui ont à peine peut-être 5 ans, 10 ans de carrière, mais qui veulent vivre un peu comme s'ils avaient fait 25 ans, où ils avaient des postes où tout leur était permis. Je crois que Michel l'a dit tout à l'heure dans son développement. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Si hier, 10 millions faisaient jaser, faisaient vraiment dresser les cheveux sur la tête, aujourd'hui, on parle, ça fait 1000 millions. 1 milliard, ça fait 1000 millions. Où des gens en arrivent jusqu'à sortir 2, 3, 4. Voyez le... Non, mais ça ne se fait pas sur un seul coup. Non, c'est vrai. C'est peut-être aujourd'hui 10 millions, demain c'est peut-être 50, et puis après, c'est ce qu'on parle là de 2019 à 2023, donc ça fait quand même... Oui, mais nous, c'est la somme qui nous intéresse. Aujourd'hui, combien on leur reproche d'avoir dilapidé des caisses de l'obsus, ça fait 2,6. C'est beaucoup. Et lorsque dans un contexte social, les gens n'arrivent pas à se donner
2 repas par jour. Les gens n'arrivent pas à bien s'habiller, à acheter même de l'essence. Hier, je voyais encore quelqu'un traîner dans un maquis pour demander 100 francs pour manger. Quand vous entendez ces chiffres-là, ça vous révolte. Ça montre que, eh bien, certains ont la possibilité d'aller puiser directement dans les caisses de l'État. Vous attendez vainement que une bouffée d'oxygène vienne à vous et ça ne vient jamais. Je crois que si on y prend garde, ce sont des situations qui vont exploser et plus tard on ne saura pas les William contrôler. nous est venu avec son chapeau de Noël. J'espère qu'on aura beaucoup de cadeaux, Papa Noël. Bonne arrivée. Alors nous parlons de milliards sans en avoir dans nos poches ce matin. Désormais, je dois dire, ce genre d'affaires qui s'accumulent dans la République. Pas désormais, de tout temps c'était le cas. Moi je ne m'étonne pas. Vous savez, il y a des gens cités dans les affaires de milliards qui occupent les fonctions les plus prestigieuses de notre État, à qui nous dévouons respect et révérence. Quand c'est comme ça, ne soyez pas étonnés que les jeunes aillent à cette école parce qu'ils ont fait les mêmes universités que les concernés, ils ont eu les mêmes conditions de vie, ils sont tous béninois que les mêmes. C'est peut-être des contre-valeurs, sinon ce sont des contre-valeurs, mais quand quelqu'un a inventé la norme, quand ce qui n'est pas la norme reste longtemps, ça devient progressivement la norme. Et votre façon de formuler unité de référence, oui, de tout temps, les détournements ont été, je ne sais pas, depuis Kérékou, pour mes quelques souvenirs que j'ai jusqu'aujourd'hui, on a toujours entendu des milliards, les personnes citées sont toujours de très grandes personnes, de très hautes personnalités dans nos États, et cela n'a jamais changé. Vous savez, moi, je ne m'étonne pas qu'on dise que de 2019 à aujourd'hui, on a détourné 2,6 milliards parce que chaque exercice budgétaire dans l'État bénin est clos, est ouvert, est clos à un moment donné, même si ce n'est pas dans l'année que la loi de règlement est votée, des années après la loi de règlement se vote. Où sont les différentes institutions en charge du contrôle financier? Aujourd'hui, nous avons la Cour des comptes depuis quelques années qui est censée savoir comment se gèrent les fonds publics dans les mains de tous les comptables publics à tous les niveaux dans notre État. Comment est-ce que ça se passe? Et c'est plusieurs années après qu'on le dévoile. J'ai comme impression qu'on a couvé des choses pourries pendant longtemps et il a fallu que certaines personnalités quittent certains postes politiques pour que leurs protégés soient mis à nu. À l'Obsus, c'est pas la première fois que Alessi Akapo et compagnie sont dans une procédure judiciaire pour comment on appelle, pour informations concernant un détournement ou non. Ils ont été à la brigade financière par le passé. On a même entendu des bruits de couloir qui les annonceraient à la criette. Peut-être c'est le moment opportun maintenant que peut-être Osvaldo Meki n'est plus au sport ou je ne sais comment interpréter ça. Pour moi, ça relève désormais de l'ordre normal des choses. Tant pis pour ceux qui n'ont pas encore part à ce gâteau de l'État bénin, parce que un grand politiste béninois... C'est un peu cynique ce matin, William. Oui, mais quelque part, son intervention, son argumentaire m'intéresse bien, Michel Tchanou. De 2019 à 2023, et personne n'a remarqué. On a l'impression qu'on peut dépenser avant, l'on quitte après à se faire prendre 10 ans, 20 ans après. Oui, comme l'a dit William, il dit que ce n'est pas la première fois. Peut-être que l'affaire a commencé depuis un certain temps, on ne sait pas. Mais il ne peut pas le sortir en un seul temps. Il l'a sorti, mais il y a quand même des corps de contrôle. Oui, c'est ce que je dis. Au niveau de la structure, au niveau du ministère. Je crois qu'il a avec son comptable. Oui. Et s'il ne couvert pas le comptable, je crois qu'il y a le comptable aussi dedans. Oui. Mais le comptable a un contrôleur. Peut-être qu'au niveau de là, on peut dire que les corps de contrôle n'ont pas fonctionné. Mais toujours est-il que même s'il a été rattrapé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fonctionné quelque part. Sinon, pendant longtemps, ce genre d'affaires, c'était la NLC de M. Elias qui criait, mais au moins maintenant on peut se rassurer, au moins qu'il y a la criette au moins qui le fait, sinon c'est bien après. On viendra parler de la criette tout à l'heure. Oui, Franck, est-ce que quelque part on n'a pas un problème avec nos mécanismes de contrôle? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir dépensé pendant 1 an, 2 ans, sans qu'il y ait un contrôle et pour arrêter la saignée. Peut-être qu'un contrôle autour de 2020 nous aura évité d'aller jusqu'à cette hauteur-là. Absolument, absolument. Et j'ai l'impression que le contrôle est fait pour certains et pas pour d'autres. Parce que si depuis 2019, on parle de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ça fait parfois 5 ans où on n'a pas su que des millions sont en train d'être soutirés des caisses de l'Obsus. Je crois qu'il y a problème. Il y a problème et disons le ministère des Finances doit se remettre en cause et savoir que
les contrôles doivent être périodiques et mieux, on doit pouvoir mettre en place des mécanismes pour directement, je ne sais pas, compliquer un peu la sortie des fonds. Mais lorsque vous voyez l'activisme de ces jeunes-là qui ont envie de donner de la visibilité au sport, vous avez l'impression que les fonds qui sont utilisés sont vraiment bien utilisés. Parce que moi, je les ai vus récemment à Djougou, je les ai vus encore à Grand Popo, ils ont fait le tour du Bénin. Oui. Moi, j'en étais fier pour me dire, mais voilà, ce n'est pas la première fois. Tous les ans, depuis quelques années. Lorsque vous les voyez en action, vous avez l'impression que les sous sont bien utilisés. Mais c'était la face cachée de l'iceberg. En bas, il se cachait, il se faisait beaucoup de choses. Il faut commencer à punir aussi le corps de contrôle, M. Tchanou. Tout à fait. Vous avez vu que celui qui le manipulait disait que l'inspection générale de l'État allait venir. Et puis, il mettait de l'argent pour empêcher l'inspection générale de l'État de venir. Ça dit que, quelque part, ça aurait pu sortir par là. Et puis, il parlait que c'était des équipements sportifs qu'on devait acheter. Oui. Donc, le temps de commande d'arrivée des équipements sportifs, ça peut mettre ce temps-là sur laps de temps-là pour qu'il échappe. Donc il y avait plein d'activités aussi. Récemment encore, il était au Maracana, il ne sait pas à Grand Popo ou quoi ici. Donc il y a plusieurs, comme vous l'avez dit, au niveau des corps de contrôle de l'État, l'inspection générale de l'État ou bien des finances, il y a un problème qui s'est posé à ce niveau-là. Nous, on doit les interroger à ce niveau-là. Comment se fait que pendant autant d'années, 3 ans, on a pu sortir plus de 2,6 milliards sans que personne ne fait un contrôle au moins. Il y a un problème à ce niveau. Je suis d'accord avec vous. Il y a un problème à ce niveau-là. William, vous savez, si on ne repense pas à la politique pénale vis-à-vis de certaines infractions, nous ne réglerons jamais le problème de la lutte contre la corruption. Comment ça? Si l'instituteur qui a pris 3 bidons d'huile dans la 28e année de service est enfermé pour enrichissement illicite. Il est passé par une publicité d'abord en Conseil des ministres. Oui. C'était énormément son nom. Et que le juge de la Criette trouve que cet instituteur a fait un enrichissement illicite, ou si en service à Botikali Madekali, il a pu se faire des économies pour acheter un domaine dans son village, il a fait une maison à louer, et que, agent de l'État qu'il est, il ne doit pas avoir des biens lui rapportant de l'argent, et que pour ça, il est écroué, accepter que les gens prennent beaucoup de milliards et qu'ils ne soient pas inquiétés. Parce que, avant l'obsus, d'autres dossiers ont été cités, même par les organismes publics, dirigés par des expatriés, ont été cités dans des affaires où on a parlé de fuite d'argent public, de deniers publics. On a parlé de millions retrouvés sous les oreillers. Sous les oreillers. Mais rien n'y fit. Les gens sont partis tranquillement. Est-ce que ce sont les Béninois qui, eux, vont rester éternellement dans leur misère? Et quand ils n'ont fait que de la politique leur métier, j'ai l'impression que vous êtes venu faire l'apologie du vol. Je n'ai pas fait l'apologie du vol. Je n'ai pas fait l'apologie du vol. Et en matière d'éthique, je suis un des plus sévères, un des plus critiques sur la gouvernance des fonds publics dans un État comme le nôtre, la redistribution équitable de la richesse nationale en fonction des priorités et des couches les plus nécessiteuses. Mais quand, au plus haut niveau, ça fait l'opulence, ça fait la magnanimité, ça fait beaucoup d'aisance pour peu de choses. Au moment où des gens pleurent et que les pleurs ne disent rien, attendez, les équipements sportifs. William, ne passez pas d'un exemple de 2 ou 3. Il y a des dizaines d'autres de DG qui travaillent et puis qui ne volent pas. Et qui ne volent pas. Pour le moment, on ne l'a pas encore. On ne l'a pas l'exemple de quelques DG qui ont déraillé pour dire tout le monde vole, c'est l'opulence, et ainsi de suite. Non, non. Ramenons la balle à terre. Et puis réjouissons-nous au moins que, avant même au moins aujourd'hui c'est décrié. Au moins c'est dénoncé. Au moins aussi, aujourd'hui il y a une criette, au moins qui s'en occupe. Pendant longtemps, Jean-Baptiste Eliès a dénoncé des dizaines de milliards ici. Il s'est cassé les codes vocales pour rien. Il a fini par se taire pour rien. Au moins aujourd'hui c'est dénoncé. Maintenant, c'est dénoncé, on va leur donner 10 ans ou 20 ans. Quelle est la politique pénale qu'on met pour au moins rentrer que l'État rentre dans ses fonds? Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là pour récupérer les fonds? On va parler de comment on récupère les fonds. Mais maintenant, commençons déjà par nous intéresser. Il n'y aura pas de fonds récupérés. On verra bien tout à l'heure. Commençons déjà par se demander véritablement si la criette n'est pas devenue, ma foi, quelque chose comme... je n'ai pas vraiment sorti le mot qui me vient à la tête, mais ça ne fait plus peur à quelqu'un, hein, les 10 ans, les 20 ans, Franck. Oui, ça ne fait plus peur comme au départ. Vous avez vu les jeunes gars, il paraît qu'ils appellent la criette le partenaire désormais. Le partenaire privilégié. Parce
qu'ils savent déjà qu'en allant là-bas, on peut couper de 5 ans, 10 ans, 7 ans. Être aussi cynique et très oui, parce que désinvolte par rapport à son propre destin. Non, mais c'est la nature humaine qui est comme ça. Vous cherchez à découvrir la nature humaine, tout ce que ça cache, vous allez dormir, vous n'allez pas dormir pendant des mois. Donc c'est la nature humaine. Et lorsqu'une situation se pose, eh bien, les humains trouvent toujours des situations atténuantes pour contourner toutes les lois qui existent aujourd'hui. C'est vrai, William, il a dit qu'il est le défenseur, il aime qu'on applique les lois et tout, et il était en train de faire un rapprochement, faire des comparaisons. Mais regardez toutes les lois que nous avons. Et pourtant, les gens volent, ils savent qu'en volant, ils vont tomber sous le coup de la loi, ils iront là-bas. Mais ce qui est déplorable, c'est que c'est des gens qui vont là-bas, ils font 5 ans, et même parfois, dans leur cas, quand ils sont exemplaires dans les maisons d'arrêt, on les sort un peu plus tôt. Parfois, ils bénéficient de ces... Oui, on ne veut pas la mort du pécheur. On ne veut pas la mort du pécheur. Et ceux qui sont dehors voient que, eh bien, vous volez, vous allez, et vous avez la possibilité. Il y en a qui sont en prison et qui construisent dehors. Il y en a qui sont en prison, qui dirigent leur entreprise par le biais de qui sont en prison et qui continuent à arnaquer, à voler, à complicité. Il y en a qui sont en prison et qui donnent de l'argent à leurs visiteurs. Pourquoi pas? Ou qui les enrichissent. Je vais vous citer un exemple. Moi, j'ai connu un cadre cité dans le dossier PPEA2 qui a été écroué et qui est sorti de prison avant que moi je quitte le quartier concerné. Pourquoi vous voulez que d'autres n'aillent pas à l'école du détournement? Vous savez, quoi qu'on dise, l'impunité sera toujours le contre-exemple parfait pour éduquer les jeunes générations. Parce que la paupérisation, elle est ce qu'elle est. La misère ambiante, galopante. Et les quelques-uns qui s'approchent. Vous parlez d'impunité. Le monsieur, il est allé en prison. La criette punit les gens. La criette distribue les 20 ans, les 5 ans, les 15 ans, les 30 ans et autres. Enfin, je voudrais qu'on souligne quelque chose. Ce n'est pas la criette qui s'occupe de la gestion des prisons. La criette donne les 10 ans, mais ce n'est pas la criette qui gère les prisons. Il y a une politique pénitentiaire qui est autre. Il y a l'agence. La gestion au niveau des prisons, ce n'est pas la faute de la criette. Il faut qu'on ne sépare bien les choses. Oui, mais qu'ils sortent de la prison, la criette est le premier instrument qui applique la politique pénale à travers les lois de la République qui, ma foi, envoie tout le monde en prison, envoie les gens en prison pour parfois rien du tout et parfois les dossiers aussi très sérieux comme les détournements. Que sa peine soit réduite, il faut forcément la criette. Parfois, on ne recouvre pas les sous. On ne recouvre pas des sous. Là, ce sont de gros montants. On ne recouvre pas les fonds. Et ce à quoi c'est destiné, ma foi, la plupart du temps, quand c'est suivi d'un scandale financier comme ça, on n'a plus jamais la réalisation. Et ça, ce sont des politiques publiques qui sont en berne. Et ça, ce sont des programmes de développement qui échouent. En compensation, rien. Après, peut-être, on peut trouver un autre projet palliatif dans le même domaine où on peut essayer un autre moyen et on va recouper encore les fonds du contribuable béninois ou des partenaires financiers pour aller encore sur ces mêmes réalisations. Et les années d'après, un aspect, c'est ce que William dit là. Vous allez remarquer qu'avant-hier, le Conseil des ministres hier a nommé un agent judiciaire de l'État. Parce que pendant longtemps, c'était l'agent judiciaire du Trésor. Nous, j'ai affaire avec M. Aoudou, on a fait un livre sur la corruption, sur la lutte contre la corruption. Et dans le temps, l'agent judiciaire du Trésor nous avait dit le nombre de millions, parce que le Conseil des ministres décide quand les gens volent comme ça, après on décide que les instances compétentes vont poursuivre la mise en cause. Mais l'agent judiciaire du Trésor n'avait pas les moyens de poursuivre l'agent. On annonce un Conseil des ministres qu'ils seront poursuivis, mais aucun mécanisme n'est mis pour poursuivre, si bien qu'on a des milliards et des milliards qui ne sont pas payés aujourd'hui. On espère maintenant qu'avec l'agence judiciaire de l'État qui vient d'être créée et la nomination de M. Tobono qui fut procureur de la criette, qui aura une nouvelle politique parce que l'essentiel dans ce problème-là, 2 milliards et quelques, comment l'État fait pour rentrer dans ces fonds? Comment on fait tous les millions qui sont volés? Est-ce que c'est encore possible de rentrer dans les fonds? Au moins, s'ils ont des biens au soleil, s'ils ont des immeubles, de quoi, comment l'État fait pour se récupérer? Leur donner 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça ne ramène rien à l'État. Maintenant, l'agent judiciaire de l'État, j'espère que par rapport à l'agent judiciaire du Trésor, c'était l'AJT qui était là avant. Maintenant, il y a l'agent judiciaire de l'État, on va observer attentivement la politique qui sera mise en œuvre pour qu'au moins les gens ils vont aller faire 10 ans, 15 ans, après 10 ans de bonne conduite,
On les remet en liberté, ils profitent allègrement de ces millions. Parfois, ils ont des grâces Oui, ces personnes-là ne sont pas nées de la dernière pluie. Hein. Beaucoup mettent leur fonds sous des couverts. C'est peut-être des amis, des femmes. Vous avez des copines même à qui ils dédient une partie des fonds. Ils créent des commerces. Et ils vont... le mécanisme. Non. Il devrait aider ton boulot. On est journaliste. Oui, mais dans le cas d'espèce, est-ce que les questions aujourd'hui, dans tous les biens de ICC à fait ICC qui avaient été récupérés, les voitures qui étaient installées au CIC, combien ont été vendus? Les biens qui devaient être réalisés selon le mot que disait madame dans le temps. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les immeubles saisis. Oui. Combien étaient les parcelles? Qu'est-ce que c'est devenu? Les dizaines de voitures qui étaient installées au CIC, c'est quoi? C'est devenu quoi? C'est en cela que moi je vais observer ensemble attentivement l'agent judiciaire de l'État. Qu'est-ce qu'on met en place pour récupérer les fonds? Sinon, comme l'a dit Franck, les gens vont prendre des milliards et puis après 10 ans ils vont sortir. Aujourd'hui, on vend plus facilement aux enchères les choses saisies chez certaines personnes en conflit avec la loi, poursuivies, qu'ils soient au Bénin ou ailleurs. Donc, peut-être on attend cette même célérité de ces cas de corruption. Et moi, je pense que l'école échoue sur cet aspect. L'école forme des cadres parfaitement bons. L'école à Bondo. Hein. Oui, l'école à Bondo. L'école forme des cadres parfaitement bons, techniquement parlant, mais qui sont également très compétents en une filière qui n'existe ou en une matière qui n'existe dans aucune de ces salles de classe ou amphithéâtres. C'est la corruption, c'est l'état gâteau. Chacun prend sa part. Et je vous dis que des proches à ces personnes citées dans ces dossiers, au lieu de croupir sous des larmes, je ne sais pas de quel nombre de mètres cubes, seraient actuellement en train d'applaudir. Ils seraient en train de décompter le temps parce que d'un jour à l'autre, ils sortiront de prison et ils seront très riches. Ils auraient fait au moins le bonheur de la famille. À son âme, Roger Gueyonvi disait ceci, qu'il a été confronté à une situation assez curieuse. C'est-à-dire qu'après avoir été ministre dans le gouvernement de Boni Yahi, il s'est retrouvé à un moment où il ne pouvait pas aller à l'université donner ses cours parce que sa voiture avait un petit souci. Donc, il s'est proposé de prendre un taxi, un ZEM. Et puis, les gens qui ont été vraiment choqués de voir que le ministre, il n'a pas pu vraiment voler pour s'éviter d'avoir à vivre ce genre. Et parfois, on vous taxe d'idiot. Oui. Quand vous êtes quelque part et que vous n'aviez pas suffisamment volé, on trouve que vous aviez été vraiment un énergumène. Oui, puisque le jour même on vous nomme, c'est la file de parents, la file d'amis, les coups de fil qui pleuvent, on vous appelle, on dit attention, je suis là. Maintenant que tu es nommé, il faut te rappeler de moi. Justement. Il faut prendre tes dispositions. Et on propose même à ces personnes-là des pratiques pour essayer de camoufler. Le même Gbegbeyovi disait que dans nos pays, c'est inscrit dans nos gènes ou bien dans nos traditions. On dit, il y a nos dougan, on mange le chef, il y a nos doualés. Tout se mange dans nos traditions. Et puis on dit, on ne peut pas avoir un ami sur l'oranger, bien sûr la mangue, manger des fruits verts. Donc c'est une conséquence, c'est dans notre tradition. Quelque part, mais quand il disait le dougan, et on mange. Qu'est-ce qu'il met? On peut manger, on peut profiter de ces relations à ce poste, on peut manger suffisamment ces primes qui vous reviennent. Oui, et se satisfaire. Vous avez été ministre. Vous avez été ministre, vous avez été un chef et puis on n'a pas pu profiter. Allez, on va changer de sujet. On va parler de ce qui nous attend aujourd'hui, notamment avec le tour de Patrice Talon à Porto Novo. C'est de tradition. Le chef de l'État sera devant la représentation nationale pour nous dire un peu comment va le pays. En tout cas, depuis, ma foi, décembre, pas décembre, normalement août, 31 juillet, en principe, parce qu'il a un discours qu'il fait sur... Bon, il n'y en a pas eu, justement, ce 31, donc, depuis décembre 2022, il nous dira comment va le Bénin, certainement qu'il va très bien, non, Franck? Non, avec tout ce qu'on vient de dire, le Bénin ne va pas très bien. Ah bon? Le Bénin peut aller bien, mais pas très bien, comme vous le dites. Je pense que si dans le discours du chef de l'État, il ne transparaît pas quelque part la lutte contre la corruption et les problèmes que nous rencontrons actuellement, il doit revoir sa copie avant
10h ou 9h avant d'aller au Parlement. C'est un conseil que vous lui donnez? Oui, c'est un conseil. En tant que Béninois, c'est un conseil. Moi, en présentant... Son discours est déjà écrit. Oui, puis, non, il peut toujours glisser. Oui. Il peut toujours glisser. Je suis sûr on le sait très accro aux impros, notamment en ces occasions-là. Je sais qu'actuellement, il a son petit verre au visage et il est en train de... Tiens, vous le connaissez dans son quotidien? Non, mais on sait comment ça se passe. Michel Chano a raison. Franck a des informations que nous n'avons pas. Donc, si Patrice Talon n'a pas encore mis dedans, il doit le mettre pour rassurer davantage les Béninois. Et il dit beaucoup d'autres choses sur le plan social, sur le plan politique. Il nous parlera de ses relations avec l'opposition, comment il fait l'ouverture pour que le pays se porte bien sur le plan politique, sur le plan économique, ce qui est fait pour assainir davantage le mécanisme économique, les finances publiques, sur le plan, disons, de l'éducation. Patrice Talon est attendu sur la question, la sécurité, parce qu'au niveau de nos frontières, il y a quelques mois en arrière, on avait des craintes. Aujourd'hui, est-ce que ça va? Il doit pouvoir nous le dire. Et comment nous allons fêter, en tant que chef de l'État, qu'il nous le dise. Parce que lui-même, il est béninois, il a les informations. Vous achetez 2 sacs de riz, vous achetez 2 canettes. La fête est belle. Oui, Michel Chano, qu'est-ce que Patrice Talon dira aujourd'hui? Déjà, bon, c'est une exercice qui est précis dans notre constitution. Hein. Et c'est déjà heureux que ce n'est plus une compilation que tous les ministères envoyaient au chef d'État qui venait pendant 2 heures sous le général. On lit une compilation de tous les ministères. Au moins, avec le chef de l'État actuel, on est heureux qu'il ait réduit ça à 30. Lui-même, il a commencé à prendre du goût. Parce qu'il est allé à 47 minutes, 46 secondes. Mais voilà, chaque ministère écrit, fait son point au chef de l'État qui vient nous faire une compilation de tous les ministères. Maintenant, bon, j'espère qu'il sera aussi bref. Maintenant, on peut déjà imaginer, par rapport aux crises exogènes, il va nous parler des crises exogènes qui nous ont frappés. À l'interne, c'est la crise sécuritaire. À l'externe, la crise avec le Nigeria, et puis surtout la crise avec le Niger, qui ont durement frappé l'économie nationale. Ça, c'est clair, on aura ça, qui a frappé l'économie, la crise en Ukraine. Et actuellement, ce que Gaza va donner... Ça a toujours des effets. La Ukraine, on ne sait... attendez. Si la guerre, ce qui se passe à Gaza là, si les rebelles, fameux rebelles ici, bloquent le canal de Suez, on aura la guerre à Gaza ici. Ah oui, hein. Forcément. Si on bloque le canal de Suez. Donc, il y a cette crise exogène là, il y a la crise sécuritaire. Mais au-delà de ça, c'est que le chef d'État lui-même fait. C'est sûr qu'on va nous parler des cantines scolaires, des infrastructures, des nombreuses réalisations. Le problème qu'on a, c'est que le budget qui vient d'être voté, qui a fait beaucoup de bruit, le dernier budget, on a vu la communication que la cellule du chef de l'État a essayé de faire au niveau de la communication de ceux qui n'ont pas voté ce budget-là. Le problème est que combien de Béninois ont lu le budget? Est-ce que les députés même ont lu le budget? Parce que dans ce budget-là, nous devons voir le fameux rehaussement social qu'on nous promet. Parce qu'à 3 ans de la fin du mandat, il faut quand même qu'on commence par desserrer les ceintures. Oui, ça fait quand même longtemps qu'on nous promet. Qu'on nous promet de desserrer et de plus en plus nous allons vers la fin. On devrait avoir des mécanismes quand même pour nous voir ce social-là. Et il faut aussi déplorer, il y a quelques années en arrière, il y avait une ONG qui faisait de l'évaluation par rapport aux annonces du programme d'action du gouvernement et au taux de réalisation, on les publiait. Maintenant, on n'a plus de mécanismes capables de nous dire, voilà le taux, pour qu'après ce que le chef d'État va faire tout à l'heure, que chacun de nous puisse dire, à ce niveau-là, ça c'est faux, ça c'est vrai, voici le taux, on n'en a plus. On en a eu il y a quelques années. Donc, comme la veille citoyenne a totalement affaibli. La veille citoyenne a affaibli. Sous Patrice Talon, c'est quand même bizarre et triste. Oui, William. Il y a toujours eu 2 Bénins à de pareilles occasions. Il y a le Bénin des agrégats macroéconomiques et des données breton-woodiens. Et il y a le Bénin des Béninois. Le Bénin des Béninois. Il y a toujours eu 2 Bénins. Est-ce que William faisait plus clair pour nous? Bon, c'est-à-dire, les chiffres donnent un Bénin, les courbes donnent un Bénin et la réalité dans nos assiettes, dans nos poches, donne un autre Bénin. Donne un autre Bénin. C'est pas nouveau. Bien habillé sur votre c'est une diversion. C'est pour dire que, et ça ne date pas de Patrice Talon, c'est de tout temps. Okay? Et donc, je m'attends à un discours où le chef de l'État va présenter un peu ses réalisations. Et comme Michel Chano le disait, je vois un chef de l'État beaucoup dans la prospective en raison des mesures prévues pour 2024 avec la loi de finances, à commencer par ce qui est prévu pour les aspirants, ce qui est prévu dans le social, les infrastructures sociales de base. Il y en a toute une panoplie. Je le vois être dans la prospective plus qu'un bilan parce que pour moi 2023 est une année
un grand année d'échec, une grande année d'échec pour moi, pour Patrice Talon, diplomatiquement, au plan politique, il y a une victoire. Diplomatiquement, c'est un échec. Pour moi, la diplomatie béninoise, la diplomatie béninoise bat de ses ailes. On a rouvert les portes côté Est. Il y a une liste de produits qui peuvent aller atterrir désormais sur le territoire nigérien. À part ce bilan, quel est le bilan qu'on fait déjà après le réchauffement? Quel est le bilan que nous faisons? William, là vous avez tort, c'est que au cours de cette année, on a changé le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Winossé, pour passer maintenant à une diplomatie économique. Un peu trop coincé. Monsieur Cheikh Boumba Gari, actuellement les derniers mois même, on est en train de mettre en œuvre la diplomatie économique qu'il a annoncée. Oui, mais en moins de 6 mois, on ne peut pas déjà quand même. C'est pour ça que moi je parle d'un échec. Quand je n'ai pas encore les retombées, je parle d'un échec, surtout que en termes de relations internationales, on est mal parti avec beaucoup d'affaires sous-régionales, avec un certain positionnement sur certains sujets également. Non, diplomatiquement, pour moi, c'est un échec. Je parle du Niger. Il n'y a que le Niger. Je parle du Niger. Et le Niger, c'est la principale tension aujourd'hui dans la sous-région. C'est le principal sujet qui divise même les Occidentaux qui sont nos partenaires. Aujourd'hui, le talon d'Achille dans la sous-région, c'est la crise nigérienne. Et sur ce point, je pense que nous avons un gros échec. À l'intérieur, politiquement, nous avons des victoires. Un parlement inclusif. À l'intérieur, nous avons un dialogue politique avec la principale force de l'opposition. Politiquement, à l'intérieur, il y a quelques victoires. Et dans le panier de la ménagère, je ne sais pas ce qui a changé de 2022 à 2023. Je vois un chef de l'État parler de ses forces et de ses réussites et parler notamment de la prospective en raison de ce qu'il prévoit pour l'avenir. Maintenant, quitte à nous d'aller chercher le budget de 2023, de voir ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été. Nous n'avons peut-être pas tous les moyens, mais pour davantage analyser et faire le bilan de ce que le chef de l'État dit. Alors, je pense que William fait une lecture erronée par rapport à la diplomatie. Vous savez, au début de son mandat, notamment de ce second mandat, Patrice Talon est resté un peu fermé. Il ne s'est pas ouvert, il ne s'est pas beaucoup ouvert au monde parce que... C'est plutôt pour ce second mandat qu'il a commencé à s'ouvrir. Non, je dit au début, nous sommes en 2023, au début, en 2021 et autres, mais il a commencé par sortir de plus en plus. Nous avons vu une certaine offensive, et comme l'a dit Michel Tchanou tout à l'heure, c'est beaucoup plus de la diplomatie économique. Et je pense que le Bénin a commencé par ce NUTT, la crise par rapport au Niger et quelques problèmes qu'on a eu par rapport au Nigeria également, mais qui sont en train d'être corrigés. Ce n'est pas marginal selon moi. Hein. Non, moi, c'est assez représentatif de la diplomatie. Non, et mieux, Patrice Talon n'a pas agi seul. Il est dans une communauté où des décisions avaient été prises. Je pense que sur le plan de la diplomatie, pour ma part, on a évolué d'un pas. Maintenant, si nous prenons le discours que Patrice Talon va prononcer, moi j'ai eu le temps de suivre point par point le discours de 2022. Et je pense que toutes les promesses que Patrice Talon a faites dans ce discours, il a amorcé tout ce qu'il a annoncé. Vous pouvez aller suivre, moi j'ai fait ce travail. Ah oui? Oui, il a amorcé. Il avait promis le reversement des AME, c'est bon? Il a amorcé? Non, on a annoncé. Encore une annonce pour 2024. Encore une annonce pour 2024. Cela n'a pas été avancé. La plupart. D'accord, la plupart. Oui. Allez, on va finir, Michel. Je crois que si la CEDEAO, William a un peu tort. Peut-être que c'est nous qui sommes les plus. Le Bénin est dans la CEDEAO. Donc nous avons adopté une position régionale, une position collective. La Côte d'Ivoire, c'est la même ligne que nous, le Sénégal. Mais le problème du Bénin, c'est que c'est nous qui sommes frontaliers avec le Niger. Voilà. Nous sommes durement frappés plus que les autres, plus que la Côte d'Ivoire et plus que le Sénégal. Ça, on ne peut pas reprocher au Bénin d'avoir suivi. Même l'ancien gouvernement, même s'il y a Ibon était là, il a adopté la même politique pour la CEDEAO. Mais malheureusement, nous sommes les plus frappés. Et je remercie au moins la clairvoyance des Nigériens pour pouvoir, malgré leurs états d'âme, accepter qu'on mette en marche le pipeline au niveau de Sénécraqué. Bon, sur ce plan-là, il y a une ouverture aussi. Il y a une ouverture. Il y a un règlement au niveau de l'ONU et puis ça. Mais au-delà de ça. Parce que c'est une ouverture, Michel Tchanou. Parce que par rapport à la médiation de Patrice Talon, ils sont encore réticents. C'est parce qu'ils savent qu'économiquement, le pipeline leur est très stratégique. Et c'est ce que le Bénin a oublié. C'est ce que moi je reproche à la gestion du Bénin. Quand on voit les intérêts géostratégiques et économiques en présence, parfois, en raison de sa position à soi, on fait attention parce que le Nigeria, qui a adopté la même position que la CEDEAO, par exemple, n'a jamais fermé la frontière avec le Niger. De fait, c'est-à-dire les Nigériens et les Nigériens entraient les uns sur les territoires des autres. C'est ce que le Bénin a manqué. C'est de cette
c'est l'intelligence que le Bénin a manqué à un moment. 80% de notre activité portuaire est destinée au pays de l'Interland. Cette stratégie était très mal pensée. Je ne continue pas à dire que c'était un échec diplomatique pour le Bénin. C'était un échec diplomatique pour le Bénin. Nous n'avons pas besoin de désolidariser de la CEDEAO. Vous voyez ce que le Togo fait et joue à leur jeu là, nous on ne peut pas le faire. On peut le faire. Mais je reconnais que c'est nous qui sommes les plus frappés par rapport. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Parce qu'on a une frontière. On a une frontière. Mais on peut décider, oui, d'avoir une politique. Et puis n'oubliez pas que nous étions en train de rétablir des relations avec le Nigeria et qu'il y a eu une relation forte entre monsieur et Patrice Talon. Oui. Et tous les jours, Patrice Talon était presque au Nigeria. Parce que nous sortons d'une relation très compliquée avec le Nigeria, avec le président, avec Buhari. Donc par rapport à ça, on était vraiment liés au Nigeria. Et puis la rupture, la mise à l'écart, que le Bénin se solidarise de la CEDEAO en ce moment-là, aurait été un peu compliqué pour nous. Mais c'est au fur et à mesure qu'au gré de nos intérêts, maintenant nous sommes en train de nous chercher. Mais au début c'était difficile. Franck, on va finir. Non, je voudrais dire que la position qu'occupe le Nigeria par rapport au Niger n'est pas aussi stratégique que celle du Bénin par rapport au Niger. Et donc, pour la CEDEAO, pour agir et obtenir les résultats, on ne pouvait passer que par le Bénin. Comme l'a dit M. Tchano, même si Boni Yayi était là, ou si Mathieu Kérékou, père à son âme, avait été là, je pense que la position allait être adoptée. Peut-être dans la manière. Peut-être dans la manière, vous connaissez les manières de Boni Yayi, qui pouvait, même en temps de crise, s'il avait été là, pouvait se rendre peut-être au Niger, chercher à toucher le cœur de ses frères nigériens, fait autrement. Mais Patrice Talon, c'est Patrice Talon. Et donc, c'est comme ça que lui, chacun gère à sa façon. Voilà, allez, on va finir ce numéro d'Actu Matin, qui est quand même un numéro, le tout dernier de la saison que nous avions entamée il y a quelques mois. Aujourd'hui, on va faire une pause. Ce sera, faut-il le rappeler, après, bien évidemment, le numéro de Wahab Ali Bara de demain. Alors, bilan rapidement, William. Ce fut de longs mois. Longs mois, oui, parce que parfois on avait beaucoup de stress, comme vous l'avez dit. On avait des difficultés à être suffisamment informés, parce que ces téléspectateurs qui nous font le procès d'être parfois moins véridiques ou moins à chaud sur certains sujets, moins tranchants ou moins fougueux sur certains sujets, ne savent pas forcément toutes les difficultés que nous avons à être informés, parce que les au-delà de l'officiel qu'ils aiment le plus entendre quand ils captent les chaînes de télévision, ce sont des gens qui sont censés nous les dire. Et quand ces personnes elles-mêmes sont très réticentes, nous n'inventons pas l'information. C'est vrai que les trains en retard sont ceux qui nous intéressent le plus, mais si nous ne voyons pas les trains venir en retard, nous ne pourrions pas sauter là-dessus. C'est pour cela, à tous ceux qui ont beaucoup d'insatisfaction souvent après nos émissions et qui nous parlent, je leur dis, c'est pas facile, comme Tanguy le disait tout à l'heure. C'est une facile excuse. C'est une facile excuse peut-être. Et votre job, ou soit vous ne le faites pas. C'est comme si on reproche à un mécanicien de ne pas bien faire son travail, alors qu'il est bien mécanicien. Il ne peut pas se plaindre de la rareté des pièces. J'accepte les pierres. J'accepte les pierres, parce que danseur que je suis, je ne peux pas savoir si j'ai respecté la cadence. Seul le public peut apprécier. Deuxième chose, je pense que c'était une odyssée aussi d'un autre côté de la paire de manches. C'était pas facile, mais d'un autre côté, c'était aussi passionnant d'être sur de grands sujets de l'actualité, parce que nous avons eu la chance d'avoir une actualité très houleuse, politiquement parlant, économiquement avec la crise du Niger et d'autres situations, et sur les questions sociales également avec les partenaires sociaux et bien d'acteurs. C'était varié et nous espérons une saison davantage fructueuse l'an prochain. Franck? William ne devrait pas se plaindre que des gens lui prennent des intentions. J'ai vu un monsieur débarquer ici tout anxieux un matin. Oui, il était tout anxieux, il était essoufflé, il a quitté précipitamment sa maison. Au bout de la crise. Non, au-delà de ça, qui est venu féliciter. Oui, c'est ce que je dis. William Cliquant, il a dit qu'il a tout abandonné à la maison, il est venu le féliciter pour les positions qu'il prend. Et donc, si autant vous avez des gens qui vous chicotent, là-bas vous avez un peu de carotte et ça fait l'équilibre. Moi je pense que c'est une saison pour ma part fructueuse, même si il y a eu beaucoup de difficultés, et je dois remercier très sincèrement les téléspectateurs qui de plus en plus font confiance à Canal 3
Le travail n'est pas facile, donc on doit pouvoir travailler à parfaire ce que nous servons aux téléspectateurs, mais comme l'a dit William, on ne crée pas l'information. Même les citoyens qu'on approche pour faire des interviews, pour prendre des réactions, si cela ne s'ouvre pas, s'ils ne nous donnent pas des interviews, il y a des acteurs de la société civile aujourd'hui que vous peinez à retrouver, il y a des acteurs politiques, mais qui de plus en plus s'ouvrent à nous pour accepter nos invitations. Il y a même sur des thématiques, vous allez vers les universités, c'est compliqué de les avoir. Un journaliste, il a son opinion, il a sa façon de voir, sa position, mais en termes d'information, en termes de ce qui se passe sur le terrain, il n'y a que les gens qui puissent nous donner. Le contexte béninois actuellement, les gens veulent consommer ce qui fait leur quotidien. Ils sont fatigués parfois de dire la politique, les ateliers, les forats, les trucs publics sont fatigués. Ils veulent voir comment telle personne a vécu du côté de Parakou sur tel sujet. Comment est-ce qu'on le traite d'un autre côté. Et donc, pour avoir cela, il va falloir que la population également nous accompagne. Et pour je ne travaille pas de secret. Pour la prochaine saison, je pense qu'il y aura des réaménagements. Le directeur éditorial est mieux placé pour en parler. Michel Tchano, vous êtes resté pas sur le plateau, hein, mais de l'autre côté pour nous regarder. En tant qu'acteur de l'ombre, je parlerai d'abord en tant qu'acteur de l'ombre et puis téléspectateur de cette émission. En tant qu'acteur de l'ombre, j'ai quand même pu voir les difficultés en tant qu'acteur de l'ombre. Je d'abord remercier Tanguy, toute l'équipe, hein, Tanguy, vous, et Franck, Eric qui n'est pas là, William malgré ses quelques retards. Remercie aussi. C'est quelques retards. C'est nombreux retards et c'est nombreuses absences. William, c'est nombreux retards. Non, c'est pas justifié. C'est pas justifié dans les téléspectateurs. Remercier Ali qui fait le sport et qui a été tout là. Très fidèle. Ali très fidèle. Remercier Ouliat qui fait son émission en animation. Remercier tous nos chroniqueurs, Idriss et ainsi de suite. Ne pas oublier de remercier aussi Christelle qui est derrière là, William, les diffuseurs, tous ceux qui participent à cette émission. Ne pas oublier de remercier aussi Wahab qui demain avec Naguib ils font aussi leur part. Ce n'est pas facile cette émission, je vous invite à travailler dans l'ombre, en tant qu'acteur de l'ombre. Je sais toutes les difficultés que nous avons à faire cette émission-là. Maintenant de là, comme vous l'avez dit, les gens veulent des plateaux équilibrés, des grands débats, mais j'ai vu du fond quel mal nous donnons pour trouver parfois des acteurs qui devraient... Les gens refusent de parler. Les gens refusent de trouver de bons interlocuteurs. Sinon, Canal 3 est ouvert à tout le monde. À tous les gourous, nous sommes ouverts. Mais parfois, je vois toute la difficulté de Tanguy. Avant, on avait le conducteur il y a depuis la veille. Aujourd'hui, peut-être c'est à 6h13 tout à l'heure que j'ai eu son conducteur. Ce n'est pas facile pour nous de trouver les invités. Sinon, nous sommes disposés à faire du bon travail pour les téléspectateurs. Mais parfois, c'est les interlocuteurs qui manquent. Tout à l'heure, on parlait de même la société civile tout à l'heure n'est plus la société civile qu'on avait pas du tout, hein. Même la société civile, même les Alcré, on s'était de crier, on ne les trouve plus. Et donc, c'est de plus en plus difficile de trouver de bons interlocuteurs. Vous savez ce que quelqu'un m'a servi en tant qu'acteur de la société civile. Il dit, mais Soubouri Yahi, vous étiez bien, hein, on vous entendait, et puis à la moindre écartade, vous étiez toujours à appeler la presse, vous étiez, même quand on vous appelle le matin pour venir parler, vous étiez disponible. Il dit, mais je ne dispose pas du titre foncier de la société civile. Il faut créer votre ONG ou créer votre structure et venez défendre aussi. Ça va, c'est la version d'Alcré. Il a écouté d'Alcré. On t'entend qu'il dit, mais viens crier à ma place. Même la société civile est devenue atome. Il est déjà encore quelques balles dans le cou. Donc vraiment, moi je vous remercie sincèrement pour ce travail qui a été fait pendant cette première saison. Et nous devons quand même remercier aussi les téléspectateurs qui sont restés fidèles. Et nous annonçons que peut-être d'ici janvier, les problèmes internes, nous allons les discuter entre nous. Et nous allons revenir en janvier peut-être avec des aménagements. On fera tout. J'ai été heureux de participer à ce plateau. Moi, personnellement, je vois que je reviendrai de temps en temps. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Ça fatigue un jour. Oui, je suis d'avis. Et c'est pourquoi on va fatiguer moins Tanguy. Peut-être que Tanguy, mais il faut que lui diminue la charge parce que je vois que c'est difficile pour lui de se réveiller de lundi au jeudi. On va essayer de le fatiguer. On va essayer de le fatiguer moins. Docteur Tanguy a encore de l'énergie. Non, on va essayer de... Qu'est-ce qu'il enseigne? Donc on va essayer de voir les réaménagements qu'on peut apporter quand même pour le bonheur de nos téléspectateurs. Et merci à vous tous. Moi, je voudrais vraiment dire merci d'abord aux autorités de la maison qui quand même nous laissent la main de faire les choix
notamment des sujets et aussi des personnes qui doivent intervenir. Dans d'autres maisons de presse, on sait un peu comment ça se passe, en tout cas le contrôle à l'interne. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette liberté que vous nous accordez, cette ouverture et surtout, je dois dire, cette acceptation de laisser les gens vraiment donner leur opinion de façon sincère. Et ça, c'est rare, hein, notamment avec les temps que nous courons, ce n'est pas aussi... De quoi parlez-vous? Vous le savez, on a dit que la société civile ne parle même plus. Tu n'as pas entendu ça? Et que des acteurs politiques... Moi, j'ai pas compris. Et que des acteurs politiques... Et que des acteurs politiques... Et que des acteurs politiques refusent de parler. Tiens, j'ai encore cette anecdote-là aussi. Un jour, j'ai réussi pendant 2 semaines d'arguments et autres, j'ai réussi à convaincre un acteur politique de venir parler. Au départ, il avait dit qu'il a besoin de l'utilisation de son parti politique, de sa femme, de son ceci et machin. Il a cité tous les arguments. Donc, quand on a réussi à contourner tout cela, après 2 semaines, il a finalement accepté. Et donc, j'ai mis tout dans le conducteur, etc. Et tout le matin, vers 4h30, je reçois son appel. Il dit, mais Tanguy, tu sais, vraiment, j'ai pas dormi. Je réfléchissais. Il faisait des cauchemars. Oui, est-ce qu'on ne va pas reporter cette affaire-là? Il dit, oui, je lui ai dit, non, on va le faire. Moi, je ne serai pas tranchant, on va faire de façon amicale, etc. Il dit, ok, d'accord. Et donc, moi, je prends la route, je viens à Canal, puis il m'appelle encore, il dit, ben, tu sais, je suis dans un gros solo, et vraiment, je ne peux pas venir. J'ai dit, tiens, garde ta position là où tu es, on a une formule, on peut faire l'appel téléphonique, voilà. Donc, il dit, ok, d'accord, voilà. Ben, je me mets à l'appeler, mais il ne décroche plus. Donc, pendant toute l'émission, moi, j'ai passé mon temps à l'annoncer. Et il est resté, donc, incroyable. Ça fait beaucoup de difficultés quand même, hein, mais je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont le courage de venir passer par ici, dire ce qu'ils pensent de comment ça se passe au Bénin. Ceux qui, ma foi, concèdent de leur temps pour venir passer quelques moments avec nous ici et partager leur science, leur opinion avec nous. C'est pas facile, on le sait. D'abord se déplacer, se réveiller très tôt, surtout aussi, et prendre tous ces risques-là. Déjà le chemin, c'est un gros risque. Je voudrais en troisième lieu remercier les techniciens, qui qu'ils soient de la maison, parce que sans eux, ma foi, on ne peut pas faire d'émission. Et à leur tête, je veux remercier Damaza Faboro et toute la chaîne Augustin et tout. Bon, quand on se met à citer les noms, on fait déjà je suis sûr que quelqu'un va me serrer l'école tout à l'heure. La faute dit pourquoi tu as oublié mon nom. La dernière fois c'était Achille qui me disait, bon, tu vois, sans moi le chef là-dedans là. Ah ben voilà. C'est pourquoi j'ai dit Achille. J'ai dit Achille et Yakadia. Donc voilà, Yves. La maman de la maison. La DTV. Ah, la DTV. Bon, elle fait partie des autorités, donc. Parfois elle qui vient mettre un peu de l'eau quand ça chauffe, qui concilie un peu les tiens, parlant de l'eau, j'allais lui dire que ma fourniture justement à nos potables minérales est terminée, donc si elle peut... Il a fait une tribune de revendication. Si elle peut donner des consignes à Charlotte, ma porte sera ouverte. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, qu'est-ce qui sera neuf dans la reprise après, Michel? Je crois que Tanguy, vous n'êtes pas là tout à l'heure, on va en discuter d'ici la semaine prochaine. Et on va en discuter pour voir ce que nous ferons. D'abord faire le bilan de ce que nous avons fait, ce qui a été bon, ce qui a été arrêté, comment nous pouvons apporter des aménagements, toujours pour le bonheur de nos téléspectateurs. On aura largement le temps. Je voudrais préciser 2 rendez-vous ce soir par rapport à ce qu'il fallait démontrer, qui est toujours pour jeudi soir, mais nous allons décaler ça légèrement. En fonction de l'actualité. Il y a un débat que j'invite les téléspectateurs à suivre à partir de 21h. C'est une émission spéciale qui est exclusivement consacrée au discours du chef de l'État au Parlement. C'est tout un panel. Nous avons invité les acteurs politiques. La bande, ça passe déjà sur nos canaux digitaux. Avec William Cliquant, nous allons... anecdote pour anecdote. Dès que je suis arrivé dans la maison, je suis d'abord allé voir. Est-ce que tes invités ont confirmé? Et il m'a dit oui, et tout ont confirmé. Il dit voilà le problème qu'on a. J'espère que tout le monde a confirmé. J'espère que quelqu'un ne sera pas coincé dans le gros. J'espère bien qu'il ne va pas perdre le réseau. Pour donner leur accord de principe, je veux bien compter sur eux pour que les téléspectateurs. Et dans cette émission, vous reverrez Alcré pour ceux qui ne l'ont pas. On espère. On va l'entendre en retard. Vous l'entendrez dans cette émission. Bonne journée les gars, bon week-end, bon congé à vous.
bonne fête par anticipation. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin pour le compte ce numéro. Et d'ailleurs, même pour le compte de cette saison, en tout cas pour la formule du lundi au jeudi. Ce sera donc tout. On va se revoir d'ici 3 semaines, en principe, notamment le lundi 15 janvier, pour être précis. Si tout allait très bien, évidemment, on peut toujours avoir quelques imprévus pour commencer soit tôt, soit un peu plus tard. On n'en sait rien. On priera le Seigneur d'être avec nous sous la grâce et la prière de Franck Aoudou. Mais les éditions du journal télévisé. Absolument, les autres rendez-vous d'information, ça continue. Hein. C'est seulement Actu Matin qui s'en va se reposer un peu, notamment. Et puis, Zone Franche, le grand format aussi. Voilà, pour quelques émissions donc. Bonne journée à tous. Merci encore une fois d'avoir été là. Bonne fête.